Bonjour à toutes et à tous, je suis Diego Ferri et bienvenue à une nouvelle édition de Multiplex, la Learning Expedition depuis votre bureau. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Faber Novel est un groupe indépendant et international, leader du conseil en transformation numérique et de la création de produits et de services numériques. Si vous avez des problématiques à traiter autour de votre transformation liées au design, à la tech, au marketing ou à l'évolution de culture, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Avec Multiplex, Faber Novel propose à nos collaborateurs, clients, amis et partenaires de vous connecter pour vous partager en 30 minutes une analyse d'une tendance clé de l'économie et de la tech. Notre 46e session se devrait d'être design. Pour cette édition très spéciale, nos talents Mathilde Maître et Thomas Bory, fondateurs de Worker, la maison d'édition d'objets de Faber Novel, échangeront avec des designers français de renom sur le futur du travail. Comment l'envisager, comment le concevoir, quelle vision pour le bureau, qu'il soit à la maison ou dans des locaux corporate de demain, ou plutôt d'aujourd'hui. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de Maîtres de distance, un projet Worker lancé au début du confinement qui interroge nos amis, talents et mentors designers français sur leur vision de la distance, du New Way of Work, dans le but de dessiner une perspective long terme de ce qui nous attend. Au-delà des masques, quels objets et usages découvrirons-nous? J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathilde Maître et Thomas Bory, mes collègues de chez Faber Novel, ainsi que Pauline Deltour, Arnaud Bertoro et Jean-Louis Fréchin, pour échanger avec nous sur la discipline du design dans le cadre de Maîtres de distance. Vos questions sont les bienvenues et ça se passe sur le chat de Zoom. Je me ferai votre modérateur et porte-parole à la fin de l'échange. Mathilde, Pauline, Arnaud et Jean-Louis et Thomas, soyez les bienvenus. Je suis ravi de vous voir avec nous aujourd'hui. Mathilde, je te passe la parole. Merci beaucoup Diego pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce 46e multiplex. Je vais commencer rapidement par un tour de table avant de vous expliquer la démarche qu'on a menée pendant ces dernières semaines avec les designers autour de la table et d'autres présentés dans cette initiative 1 mètre de distance. Donc avec vous aujourd'hui, Pauline Deltour de l'agence En Bande Organisée, Arnaud Bertoro, du studio Briand et Bertoro, et Jean-Louis Fréchin de No Design. Un tour de table rapide, mais on aura l'occasion au travers des projets de découvrir leur approche, leur regard, leur façon de travailler différente. Et c'est bien ce qu'on a voulu faire avec cette initiative, réunir des designers pour plancher sur ce sujet de gestes barrières qui sont intervenus il y a quelques semaines. Comme le disait Diego en introduction, le design fait partie de l'ADN de Faber Novel depuis sa création il y a 15 ans. Du design graphique, bien sûr, du design de service, beaucoup, et du design produit, ce qui peut être peut-être plus surprenant pour une agence comme Faber Novel. Mais le design est partout et prend des formes bien différentes. Donc du design produit, notamment avec Worker, cette initiative qu'on a lancée avec Thomas il y a un peu plus d'1 an sous l'impulsion de Stéphane Distinguin. Notre idée, c'était d'aller un peu plus loin que les études qu'on peut mener sur le sujet du futur du travail et d'essayer de mettre à l'épreuve nos prédictions sur ce sujet en l'incarnant dans des dispositifs, des objets, voir finalement concrètement qu'est-ce que ça allait être qu'allaient devenir les espaces partagés, plus collaboratifs, de quel objet demain on allait avoir besoin. Voilà, c'était un peu ça l'idée derrière Worker. Et pour ce faire, on est allé chercher des designers produits avec des styles affirmés et qui allaient nous faire sortir peut-être des espaces de nos bureaux un peu préconçus ou qui avaient une autre vision du travail, des espaces et des objets. Le premier objet, c'est un sac qui a été conçu par Pauline Deltour, qui est avec nous aujourd'hui. Un sac qui avait comme idée au départ qui partait de l'idée qu'aujourd'hui, le travailleur, il transporte un peu son bureau sur son dos. On n'a pas de bureau fixe, on est par Mont et par Vaux et on transporte avec nous pas mal de choses. Donc, un sac assez malin qui permet de passer d'un tote bag à une version de sac à dos. Et le deuxième objet, lui était autour de l'idée de pouvoir collaborer plus facilement dans les bureaux et c'est un tabouret qu'on peut déplacer, assembler facilement. C'est la photo que vous voyez sur la droite de l'écran.
au moment où, enfin le 13 mars, on était dans l'atelier de fabrication du sac, dans la Drôme, on lançait la première série et quelques jours plus tard, on se retrouvait tous confinés face à cette crise sanitaire. Et du coup, on s'est dit un peu en riant avec Thomas qu'on n'avait jamais eu si peu besoin d'un sac. Et du coup, on s'est assez rapidement questionné sur ce qu'allaient devenir nos espaces de travail, nos bureaux demain, avec ces gestes barrières qui étaient au départ une recommandation qu'on allait devoir rapidement mettre en place dans nos bureaux qu'on retrouverait à la fin du confinement. Et est née cette initiative 1 mètre de distance avec l'idée que de cette recommandation, c'était peut-être l'opportunité créative d'imaginer des nouvelles façons d'organiser ces bureaux. Et on a soumis la question à des designers qui nous entouraient, ceux de workers comme Guillaume Delvigne ou Pauline Deltour, des designers amis comme Jean-Louis Fréchin, Arnaud Berthereau, avec lesquels on discutait sur d'autres sujets. Voilà. Et ça a été ce moment de confinement à distance, via Zoom toujours, l'occasion d'échanger, de brainstorming, et des idées ont émergé qui ont été formalisées par ces designers. Qu'on a rassemblé dans cette publication 1 mètre de distance. Je vais arrêter avec mon introduction qui est peut-être un peu longue et passer la parole aux designers qui nous font l'honneur d'être là sur Zoom aujourd'hui. Et on va commencer, si vous voulez bien, avec Jean-Louis Fréchin de l'agence No Design pour présenter leur projet, ou plutôt, comme tu aimes le dire, Jean-Louis, cet anti-projet ou objet critique ou manifeste, comme on peut aussi le dire dans le milieu du design, qui questionne les limites des barrières destinées à nous protéger. Je crois. À toi, Jean-Louis. Bonjour. Un projet comme celui-là, c'était l'occasion pour nous de réfléchir non pas aux choses qu'on pourrait faire, mais aux conséquences de ces choses. Mon métier, c'est de créer des relations, des interactions. C'est donc de transformer des sens humains primaires, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, parfois le goût, en éléments artificiels pour faire perdurer ces aimants de communication. Et le mot barrière, c'est un mot assez dur. Donc on a voulu travailler sur finalement l'essence de l'interaction, l'essence des relations, est-ce que ça allait devenir à l'aune de cette obligation de se protéger, c'est-à-dire de mettre en tension ce mot relation et barrière. Alors la première réflexion, c'est la vue. Peut-être tu peux passer la slide. C'est vraiment se protéger ce qui nous fait vivre, c'est-à-dire la bouche et le nez pour respirer. Donc, on met un masque et puis, comme on doit circuler en vélo et que il y a une envie de sécurité aujourd'hui assez forte, plus que de liberté, se définir finalement l'uniforme de la vie au bureau aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de home, comme les chevaliers complètent. Et la réponse un peu, alors voilà, on l'a fait, ça nous plaît, mais c'est épouvantable. Donc on a essayé de faire quelque chose qu'on pourrait porter. Et puis on s'est dit, voilà, en bon designer, peut-être un peu ringard, oui, mais qui est derrière ce masque? Et c'est la slide d'après. Donc va-t-on être réduit à dessiner des émotions sur les objets? Non, c'est pas la bonne slide, mais bon, c'est pas grave. On est passé. Non, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Continuons. Je vais improviser. Autre réflexion, c'est le toucher. Le toucher, on se rend compte depuis qu'on n'a pas le droit de toucher son visage avec ses mains, que nos mains sont plus que des outils, ce sont des capteurs, ce sont des éléments d'expression. Je pourrais parler avec celle-ci. Et quand on n'a plus le droit de toucher, et c'est ce qui nous est arrivé dans une expo qu'on prépare, où on n'a plus le droit d'interagir avec des écrans,
c'est quelque part un morceau d'humanité qu'on nous enlève. Aller au bureau, c'est rencontrer des gens, les toucher, toucher des bureaux, s'asseoir, etc. Donc, on n'a plus le droit de toucher. Et pour le montrer, puisque notre travail, c'est plus de dessiner des comportements, c'est plus de dessiner des situations que des objets. Voilà, on a fait ces gants avec des pics qui, de fait, nous permettent de vivre, mais de ne plus rien toucher. Et même de faire fuir les gens qu'on voudrait toucher. Donc, on voit bien que ce n'est pas extrêmement désirable, mais quelque part, c'est ce qu'on nous demande de faire. La slide suivante. Alors ça, c'est un projet que j'aime beaucoup parce qu'il parle d'interaction digitale, mais au sens premier du terme, le vrai sens, le sens historique, le sens français. Les interactions digitales, c'est encore une fois celles avec les doigts, c'est celles qui nous permettent de manipuler nos outils, mais aussi nos écrans, nos iPads. Et donc, ce projet, c'est quelque part la remise à plat de ce qu'est réellement une interaction digitale, puisqu'on n'a plus le droit de toucher les écrans des autres, mais on peut continuer à interagir avec nos propres écrans, les interactions numériques. Et donc, c'est des doigtiers avec des films qu'on peut enlever pour préserver un environnement sain chaque fois qu'on touche quelque chose. Alors, bien sûr, c'est un pied de nez entre interaction numérique et interaction digitale. C'est pour un peu rappeler, encore une fois, comme les piquants, le rôle des doigts et leurs limites, et de bien nommer les choses pour pouvoir y répondre correctement. Mais cela dit, la vie au bureau, c'est bien sûr se protéger quand on respire, mais c'est surtout tous ces éléments de regard, de toucher et de manipulation qui nous sont désormais interdits. Dernière slide, je pense, que celle que j'attendais tout à l'heure. Donc voilà, alors voilà les gants formidables. Une caresse de... OK, suivant. Voilà, une caresse, on ne touche pas, interdit de toucher. Bienvenue dans le monde d'après. Il va falloir trouver des solutions. Je ne sais pas si l'alcool en est une, mais voilà, ça donne pas envie. C'était l'idée. Hein. Et la dernière, peut-être on va arriver au sourire. Non, bon. Ah mince, il a disparu, c'est pas grave. Tu vas devoir décrire le... Non, mais simplement, est-ce que sur ces objets qui nous masquent ou qui nous protègent ou qui nous défendent ou qui s'opposent à l'autre, c'est-à-dire qui tuent notre nature humaine profonde, puisque un être humain, c'est d'abord un animal relationnel, est-ce qu'on va devoir dessiner pour nous voir et donc pour pouvoir interagir avec les gens, avec ceux qu'on voudrait séduire, ceux qu'on voudrait aimer, simplement ceux avec qui on voudrait communiquer, des sourires artificiels, c'est-à-dire est-ce qu'on va artificialiser l'être humain pour continuer à avoir des relations, à vivre et donc potentiellement à travailler, à être heureux et à vivre en société, ce qui est encore une fois notre nature profonde. Et ces questions-là sont à mon avis les vraies questions de cette affaire de risque sanitaire, parce que au-delà du virus, encore une fois, c'est la nature humaine profonde qui est abîmée, qui est enlevée, qui nous est opposée. Et je crois que le rôle du design, c'est d'essayer, non pas de faire des prothèses ou des objets horribles comme on en a fait, mais essayer d'avoir une invisibilité des réponses pour faire des produits, pour être le plus naturel possible et pour essayer de rester humain dans ce monde pas simple. Merci Jean-Louis pour le partage de réflexion sur ces objets qui effectivement peuvent nous faire réagir et nous faire faire un pas de recul lorsqu'on les découvre en disant je ne veux surtout pas les porter. J'ai oublié de préciser que vous pouvez poser vos questions via le module, je crois, de chat ou de questions-réponses. On pourra y répondre, on a un temps prévu à la fin pour ça, donc n'hésitez pas à réagir en live lorsque les designers présentent leur projet. Je passe la parole maintenant à Arnaud. On change de sujet et on va s'intéresser à cette pièce et ce mobilier qui avait un peu disparu de nos intérieurs et qui a été en quelque sorte remis au goût du jour avec le télétravail obligatoire.
Qui n'a pas rêvé de sacrifier son dressing au profit d'un vrai bureau ces derniers mois, ou qui n'a pas pesté contre sa très belle table design med.com ou autre qu'il avait acheté mais qui s'est révélé être très inconfortable. Bref, avec le studio Brillant et Bertheron, on s'est posé pas mal de questions sur ce bureau, sur comment on pouvait créer un espace plus confortable à la maison. Et je te laisse la parole, Arnaud, pour présenter votre proposition. Merci Mathilde. Bonjour à tous. C'est vrai que quand tu nous as proposé de réfléchir à se mettre de distance, assez instinctivement, nous, comme de toute façon, l'interaction entre nous, elle était déjà, chacun était chez soi, puisque plus personne n'était au bureau, et assez instinctivement, on s'est dit, plutôt que de réfléchir à des éléments qui pourraient se trouver dans un bureau, même si c'est très intéressant le bureau de demain, nous, on va peut-être réfléchir à la situation dans laquelle on est. Et du coup, nous, on a voulu faire un lien avec notre travail au quotidien. On a la chance de pouvoir travailler sur du mobilier et sur l'architecture d'intérieur pour du bureau. Et on a déjà souvent ces notions on va dire, d'espace nomade. Quels seront les bureaux de demain? On avait déjà des questionnements à savoir, est-ce qu'il n'y a qu'un seul endroit où on travaille? Est-ce qu'on travaille chez soi? Est-ce qu'on a plusieurs bureaux? Et en fait, ça nous paraissait intéressant finalement de réfléchir aux nomades chez soi. Et on en est venu à cette réflexion justement avec Mathilde et Thomas lors d'une réunion où finalement chacun était dans une pièce différente. Moi, j'étais dans un bureau, Mathilde était à l'extérieur, Thomas, lui, il était dans sa cuisine, enfin peu importe. Et en fait, on s'est tous les trois, cette réflexion est montée en se disant, mais ok, on a envie de bouger, on n'a pas tous envie d'être au même endroit. Et puis, ce qui est un peu, par exemple, moi, parce que c'est ça l'idée aussi de cette réflexion, c'est de se poser des questions assez simples et auxquelles nous, on a envie de répondre. Moi, j'avais pas envie de rester tout le temps sur le bureau. Et c'est Mathilde également, puisqu'elle travaille à l'extérieur, ainsi de suite. Donc, on a envie de se poser la question presque pas sur le bureau, mais plutôt sur l'usage qu'on pourrait avoir d'un bureau ou d'un espace de travail. Si tu peux passer, Thomas, la slide. Voilà. Donc l'idée, évidemment, on a fait un petit mood board, un petit brainstorm sur qu'est-ce que ça doit être le bureau chez soi. Est-ce que c'est, comme j'étais en train d'expliquer sur les slides de gauche, une question de confort d'usage dans la mobilité, c'est-à-dire pouvoir travailler dehors, pouvoir s'allonger, changer de position. Est-ce que c'est dans l'expression la plus simple, à savoir 4 pieds, une table comme des tréteaux qui peuvent se monter facilement? Donc, est-ce que c'est facile dans la mobilité ou est-ce que c'est quelque chose de très frugal qui vient avoir plusieurs propositions d'usage sur un seul et même objet? Là, il n'y a pas vraiment de réponse puisque on sait tous qu'il y a autant de bureaux à dessiner qu'il existe de chaises. Ce dont on est sûr, c'est que vraiment la question de l'espace de travail chez soi et de sa mobilité est hyper importante. Si tu veux passer la slide, Thomas. Et du coup, nous, on a envie de travailler là-dessus, sur qu'est-ce que ça pourrait être, cette idée de bureau assez simple chez soi, quelque chose d'extrêmement logique qui peut, par le biais, donc, ce premier dessin, cette esquisse, on voit sur la partie haute ce plateau. L'idée, c'était vraiment la réflexion, ce que je disais sur le plateau, sur l'importance d'avoir un espace de travail qui peut se déplacer. Donc, on a voulu représenter ce plateau avec, en toute simplicité, mais quand même, il y a ce qu'on voit sur le dessin, il y a une collerette qui permet à la fois lorsqu'on déplace le plateau, les stylos ne tombent pas, à la fois on peut agrafer des éléments, et puis, évidemment, ça lui donne aussi une forme ça le ferme un petit peu, ce qui ne fait que ça n'est pas juste une planche. Sur ce plateau, évidemment, il y a un trou qui fait un passe-câble, qui permet aussi, si on veut, de le prendre par la poignée. Et puis, sur ce plateau, il vient se greffer sur des sortes de tréteaux un peu plus simplifiés et qui ont également des élastiques si on veut y apposer des agendas et tout ça. Évidemment, c'est un dessin, c'est le fruit d'une réflexion qui vient de naître, si tu veux passer la slide, Thomas, de ce constat dont je vous ai fait part au début. Et vraiment, c'est ça qui nous plaît, c'est l'idée assez poétique d'avoir un plateau qui est extrêmement simple et qui permet de se balader, de prendre ses affaires, qui à la fois permet aussi de poser son café quand on est à l'extérieur, ou de se dire j'ai qu'une seule grande table chez moi, et c'est pas grave, j'ai mon plateau de travail, je peux me déplacer, si à un moment je change d'activité. Et je pense que c'est vraiment ça la réflexion qu'il y a à avoir, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire toute la journée, enfin comment je gère le travail chez moi toute la journée. Et pour moi, c'est assez évident de pouvoir proposer une solution
qui fait qu'on n'a pas justement l'impression qu'on veut profiter de chez soi, qu'on n'a pas juste une pièce et que c'est important de pouvoir montrer qu'on peut bouger. Et la dernière slide, c'est pour montrer un autre point de vue où on peut évidemment utiliser cet ensemble de micro-bureaux, puisque l'idée, c'est pas de réinventer le gros bureau qui existe déjà ou pas non plus d'utiliser un secrétaire, mais un bureau extrêmement simple, extrêmement facilement montable, qui est quelque chose de léger et qui permet aussi, si on veut, d'avoir un confort d'usage de bureau un peu plus, on va dire, classique. Et puis, comme on parle de praticité d'usage, il paraissait évident également de trouver qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on parle de nos petits apparts, on parle de maisons de campagne, peu importe. Qu'est-ce qu'on fait une fois que tout ça est fini et qu'on a besoin de ranger parce qu'on s'en va. Il faut que ce bureau-là, il puisse, par sa forme et par sa manipulation, se greffer. Là, on l'a mis à un mur par le biais d'un crochet ou d'une patère. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est vraiment que ce dessin-là, il traduit bien notre pensée, mais c'est vraiment le fruit de la réflexion, je pense, qui était important. Et l'opportunité de pouvoir penser l'usage nomade domestique dans les bureaux, finalement, on l'aurait pas eu avant. Donc ça, c'est nous une notion qui nous intéresse beaucoup et j'espère que c'est même pas j'espère, c'est que je suis sûr que les gens vont continuer à favoriser le télétravail et que ces bureaux, finalement, c'est ça qui est positif, c'est que nous, en tant que designers, on se dit vraiment que les gens vont valoriser leur intérieur, ils vont avoir envie de le rendre meilleur pour eux, quoi. Meilleur pour le travail, meilleur pour y vivre, et ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Ouais. Un nouveau champ d'objets à inventer ou réinventer. À réinventer ou réinventer, mais juste, c'est chouette d'être designer et de se dire que demain, on va être sans doute plus chez soi et que du coup, ça fait aussi partie de notre travail. Ouais. Plus c'est mieux. Très bien. Merci Arnaud. Continuez de poser vos questions sur le module questions-réponses. On les prend juste après. Et avant, je vais passer la parole à Pauline de l'agence En Bande Organisée. On change là encore de questionnement et la réflexion qu'ont eue Pauline et son associé Gwenaël, c'est de se dire peut-être n'imaginons pas une série d'outils de distance et de barrières pour nos bureaux, mais pourquoi on n'essaierait pas, plutôt que de se partager l'espace, se partager le temps, donc finalement pouvoir disposer de plus d'espace, d'un meilleur confort au bureau. Voilà, c'est un peu toute la réflexion qu'elles ont menée. Je te laisse, Pauline, expliciter tout ça. Merci Mathilde. Bonjour à tous. Je continue. Bonne introduction. J'ai pu à lire ma première phrase. C'est vrai que quand Thomas et Mathilde nous ont expliqué leur projet, on était en plein confinement et l'idée de réfléchir à des objets qui permettraient de distancier les gens, ça nous a vraiment mis un peu la chair de poule et je me suis dit non, je n'ai pas du tout envie de dessiner ce genre d'objet. Surtout que j'avais vraiment l'espoir que cette crise, elle ne dure pas longtemps et elle ne soit pas pérenne et qu'on ne soit pas obligé de réfléchir à des objets long terme qui permettent de distancer les gens. On voulait réfléchir sur l'idée du bureau, mais le bureau où les gens se rencontrent, le bureau, l'image du bureau qu'on a aujourd'hui, où des grandes marques ou des grosses boîtes avec beaucoup d'employés, ou même des moyennes entreprises. Et on s'est dit, plutôt que de penser à des objets, est-ce qu'on ne repenserait pas le bureau et on ne penserait pas plutôt à se partager le temps, comme tu disais Mathilde, plutôt que de se partager l'espace pour pouvoir disposer de l'espace pleinement et sans barrière. Donc au lieu de distancer les personnes, on préférait réfléchir à comment les réunir. Parce que ce télétravail, chaque journée de télétravail d'une personne et de l'espace à partager en plus pour d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on a plus il y a de monde qui travaille de chez soi, plus il y a d'espace pour les gens qui viennent travailler au bureau. Et cet espace gagné, ça doit nous amener à repenser la fonction et l'aménagement des bureaux. Là, on a fait donc nous, on n'a vraiment pas pensé à des nouveaux objets ou des nouveaux espaces. C'est plutôt de l'ordre de la réflexion. Donc, on s'est vraiment basé sur des schémas de avant et après. Donc là, on a essayé de réfléchir, de visualiser ce qu'était un bureau après, avec plein de petits espaces où les gens travaillaient sur leur bureau et deux grands espaces de réunion. Et on s'est dit, en fait, s'il y a plus de monde au télétravail, un gros pourcentage des gens de l'entreprise qui travaillent de chez eux, et on va dire, on n'est pas rentré dans les chiffres, mais une vingtaine
de gens qui viennent travailler, c'est plus d'espace pour les gens qui viennent travailler et donc des espaces plus grands où en fait on réaménage les bureaux plus sur des espaces de collaboration, des espaces de convivialité, des grands espaces ouverts comme des showrooms de l'entreprise. Et ce sont des espaces de bureaux qui seraient plus pensés comme des vitrines de ce que chaque entreprise sait faire plutôt que comme des bureaux personnels où chacun vient travailler de manière individuelle. Ce serait évidemment à chaque entreprise de réfléchir à comment dessiner sa vitrine. On a fait un peu juste l'exercice de se dire, nous, en tant qu'architectes d'intérieur, si nos bureaux de 80 mètres carrés, on devrait les repenser, ce serait plutôt un grand espace où on aurait principalement notre matériothèque et on viendrait se réunir pour avancer sur ces points décisifs de projet et accueillir nos clients pour leur montrer voilà, les avancées et les matériaux qu'on veut utiliser pour le projet spécifique. Et l'autre métier qui est le métier de designer produit, on serait peut-être plus sur un grand atelier où on viendrait faire nos prototypes ou nos maquettes avec une grande salle de travail pour dessiner et accueillir nos clients pour montrer justement ces prototypes sur lesquels on est en train de travailler. Pour nous, le bureau, il est vraiment plus pensé comme un espace où chacun vient de travailler de manière individuelle, mais on privilégie les réunions collectives. C'est un lieu d'échange, de réunion, de rencontres et de collaboration. Ça, c'est à l'échelle du bureau. Et on se demandait très légèrement, parce qu'encore une fois, c'est pas notre travail, on est designer produit, designer archi d'intérieur, on n'a pas une vision d'économiste, on ne sait pas, nos pensées sont très superficielles et on n'est pas amené à dicter comment l'avenir va être, mais c'est juste des suggestions et des premiers points de réflexion. On se disait que plus de télétravail, on l'a vu pendant le confinement en fait, c'est plus de place sur les routes, plus de place dans les transports, ça implique des nouveaux rythmes, des nouvelles organisations et l'espace que ça libère, il est conséquent dans l'espace public, les infrastructures, les transports, les routes, les bureaux. Et ça devrait pouvoir nous permettre de penser mieux ces moments et ces espaces d'échange. Est-ce que cet espace gagné grâce au télétravail pourrait nous permettre aux entreprises de réduire leur empreinte immobilière et d'alléger leur loyer? Est-ce que ça permettrait l'espace gagné pour imaginer... est-ce que cet espace gagné, ça pourrait être transformé en logement, en fait, en logement, ce qui est une denrée beaucoup trop rare dans les métropoles. Évidemment, ça implique beaucoup de conséquences et de choses, mais s'il y a 20% de gens qui viennent travailler tous les jours, c'est 80 ou 50% des bureaux qui s'est libéré. Est-ce que ces bureaux, ils pourraient être transformés en logement? C'est vrai que surtout à Paris, on en manque. Et cet espace gagné, c'est aussi, notamment dans les transports publics et sur les routes, ça permettrait de voyager de manière beaucoup plus confortable. Voilà, cette prise de conscience, elle est importante et j'espère, je suis d'accord avec Arnaud, avec Jean-Louis, j'espère que cette idée de confort, gagner dans les bureaux, gagner dans les transports et gagner chez soi, j'espère que ça va durer et qu'on va pas reprendre un rythme fou comme on a connu avant le confinement et gagner aussi en qualité de vie. Qui dit qualité de vie dit aussi meilleure efficacité au travail, donc tout le monde y gagnerait. Voilà en gros notre réflexion. Merci Pauline. Je pense qu'on va profiter du temps qui nous reste pour prendre quelques questions que vous nous avez partagées. Diego, je te passe la main pour nous avons effectivement pas mal de questions qui commencent à arriver. Donc, pour information, ce multiplex est aussi diffusé sur quelques réseaux sociaux. Donc, il y a des questions qui viennent aussi en dehors du chat. Donc, une première question sur le premier projet pour vous, Jean-Louis. La question, elle dit le projet avec les films sur le doigt, l'idée, c'est d'enlever une pellicule à chaque interaction, comme un calendrier à feuillet. C'est ça, un peu comme les visières de pilotes de Formule 1 pour enlever les moustiques. Mais alors, on a essayé avec du film alimentaire quand on s'est amusé à le faire avec Loïc Le Guen. Nous, quand on rêve et quand on fait des projets un peu comme ça, caustiques, qu'on n'a pas envie de voir, on essaye quand même de les faire plausibles. Oui, ça serait du film strippable et on
On s'est amusé à le faire avec du film alimentaire, ça marche très bien. Vous pouvez mettre du film alimentaire sur votre casque de moto, l'enlever, bon, ça fonctionne très bien. Mais surtout, on n'en veut pas. C'est surtout ça. Et du coup, une question un peu plus de fond, justement, avec ces objets manifestes, comme vous le décrivez en début, vous semblez vouloir éduquer les gens aux gestes barrières. La question qu'on se pose, c'est la suivante. Est-ce qu'on peut designer des comportements plutôt que d'objets qui vont éduquer les gens aux gestes barrières? Alors ça, c'est la vraie question. Il ne s'agit pas, de formater les gens, comme on peut le faire dans le numérique avec les méthodes comme la captologie ou le nudge. Il s'agit de créer une culture et une éducation de la protection. En France, on est dans un pays avec un système de santé très bon, un pays où l'eau est potable depuis très longtemps, donc on n'a pas l'habitude de se protéger. Il y a des pays où on ne boit pas d'eau potable comme ça, sans réfléchir. Par exemple, est-ce qu'en période de Covid, on peut téléphoner dans la rue bouche ouverte en parlant très fort et en postillonnant? Normalement, on ne devrait plus. Comment va-t-on visiter une exposition qui peut accueillir 800 personnes en même temps? Forcément, on peut faire des dispositifs, ce que font très bien les designers, mais on peut aussi essayer de contribuer à changer les comportements, à créer des perceptions ou des représentations de ce qu'est une distance, de ce qu'est le respect de l'autre en se protégeant, en ne parlant pas ou en ne téléphonant pas. Ça va prendre du temps, mais c'est peut-être la réponse la plus humaine, plutôt que soit d'interdire, soit de créer des objets qui ne sont plus tellement des produits qu'on a envie d'aimer, mais des prothèses qui sont un peu agressifs. Pour créer ces comportements nouveaux, il y a aussi des réponses qui sont des situations nouvelles. La maîtrise du temps en est une, la dédensification en est une autre. Et le design, ce n'est pas simplement des choses matérielles, ça peut être aussi des choses immatérielles. Et c'est ce qu'on a voulu poser sur la table avec ce projet. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai une question pour votre projet, Pauline. Il y a quelqu'un qui nous pose la question suivante. Transformer une partie des bureaux en logement. La question, c'est pour les collaborateurs. Et le commentaire lié à la question, c'est: je trouve l'idée intéressante peut-être pour des collaborateurs qui vivraient loin, la fameuse envie de partir au vert, et qui passeraient plusieurs jours d'affilée au bureau, donc une alternance entre le télétravail et la présence physique. Tout à fait. Je viens de lire la phrase et j'étais tout à fait d'accord. En fait, notre réflexion, elle est très ouverte et on pose des questions. On aimerait que les choses bougent et que ce serait intéressant. Je pense, et j'ai lu aussi, il y a beaucoup d'articles qui parlent du même sujet, mais c'est vrai que ce serait intéressant que cet espace gagné serve aussi à des collaborateurs qui travaillent de chez eux à la campagne et qui ont besoin de venir une nuit, 2 nuits, 3 nuits à Paris, dans les métropoles pour travailler et pour être présents au bureau, dans le bureau pour rencontrer d'autres collaborateurs. Cet espace gagné, il peut servir à plein de choses, je sais pas, à des crèches, à des logements, à des hôtels, on manque dans les grandes métropoles, on manque beaucoup d'espace et donc c'est ouvert à sûrement plein d'options. D'accord, merci beaucoup. Une question qui nous vient aussi de l'audience, peut-être pour vous Arnaud, et qui nous pose en fait la question, donc vous avez beaucoup parlé de praticité aussi avec votre proposition de bureau. Et la question qui est posée, c'est autour de la durabilité des matériaux. Est-ce que vous êtes allé jusqu'au choix des matériaux pour votre projet? Non, on n'a pas été encore jusqu'au choix des matériaux parce que ça implique, le choix des matériaux implique, on va dire, un temps et une réflexion sur la forme et l'objet qui viendra sans doute peut-être après. Ce qui est vrai, de toute façon, c'est de la rhétorique, c'est-à-dire que si on propose cette solution-là, il est évident que ça doit être léger, et étant donné la forme qui a été donnée pour l'instant à l'objet, ça a l'air d'être fin. Donc il faut qu'on ait cette impression, mais que ça le soit également. Et après, dans la réflexion, c'est pour que le matériau soit... C'est une réflexion, je pense, qu'on partage tous à cette table, c'est quel matériau on choisit pour demain. Alors, peu importe que ce soit ce projet ou un autre, mais c'est évident qu'il faut profiter aussi de
période pour se poser des questions sur quels sont les matériaux qu'il faudrait mettre en avant demain. Alors, je pense à un sujet qui est complètement différent, mais qui répond bien à cette question-là. C'est par exemple sur les poignées de porte. Vous savez que si on met des poignées en étain ou en cuivre, même si c'est pas le même prix évidemment qu'une poignée en inox, ce sont des matériaux qui éliminent bactériologiquement, enfin qui éliminent toute attaque bactériologique. Donc, il y a évidemment des questions à se poser sur les matériaux qui peuvent être aussi complètement en corrélation. Alors, où là, l'exemple que je viens de donner est très lié au côté sanitaire, mais qui doit pouvoir l'être sur d'autres questions et sur d'autres sujets. Et par exemple, je sais que nous, au studio, on a fait pas mal de tests avec de la fibre de jute sur certains objets. C'est un matériau qui est extrêmement résistant, qui est extrêmement fin et qui, dans son esthétique, nous plaît aussi. Donc, enfin, idéalement, nous, on s'était fait cette possibilité dans notre tête. Très clair, merci beaucoup. J'ai une prochaine question qui, du coup, vous concerne tous. Ces dernières années, nous avons observé une arrivée des objets domestiques au bureau. Est-ce que, d'après vous, la tendance va s'inverser? Comment mêler vie privée et vie professionnelle dans un même lieu et maintenant que les lieux privés et professionnels se mélangent encore plus avec les confinements? Moi, je trouve que je vais prendre la parole. C'est un sujet hyper intéressant et c'est un peu un nouveau domaine dans lequel on a besoin de réfléchir, d'expérience aussi, parce que ça fait, je pense que pour certaines personnes, ça fait pas mal de temps qu'ils télétravaillent, mais pour la majorité des gens, le télétravail était assez nouveau et on s'est rendu compte en 2 mois qu'on n'avait pas la bonne chaise, pas la bonne table, pas la bonne hauteur, qu'on avait envie de bouger, de pas travailler sur les mêmes supports tout au long de la journée. Donc les projets de création, que ce soit mobilier, objet, demandent un certain temps de réflexion, de digestion, de tests. Et donc je pense qu'on va être amené dans les prochains mois et années à travailler sur ce nouveau secteur qui est de travailler à la maison. Alors oui, on a vu des objets domestiques intégrer les domaines du bureau et je pense que ça va clairement s'inverser. On va avoir des éléments du bureau qui vont s'intégrer à la maison et la question, c'est comment les intégrer de la meilleure manière pour, travailler efficacement, mais pas que le bureau prenne trop de place dans la maison. Puis il faut que la maison reste la maison. Il faut pouvoir couper le soir, faire la distinction entre le travail et la vie sans travail. Donc il faut savoir couper, comme on coupe son téléphone, il faut savoir couper le travail et donc cacher son ordinateur après, je ne sais pas si c'est après 17h, 18h, 19h ou 20h, ça dépend des gens, mais il faut pouvoir retrouver sa maison aussi sans bureau, fermer la porte d'une pièce si le bureau est dans une pièce. Bref, on va devoir s'atteler à trouver des solutions pour proposer des options qui sont différentes parce qu'il y a aussi plein de manières différentes de travailler chez soi. Donc, je pense qu'on va voir de nouvelles solutions popper dans les prochains mois et années, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Pauline. Et ce projet, cette question, Diego, elle fait aussi écho à un autre projet qu'on a vu dans le cadre de cet appel à idées. Et je pense notamment à celui de Ferdinand Barbier qui propose un kit, il l'a appelé le kit YouTuber, mais qui a vocation à rendre la visioconférence chez soi et à la maison, j'allais dire plus agréable pour soi, mais aussi surtout plus agréable pour les gens avec lesquels vous allez faire une visioconférence, pour pas qu'on se retrouve mal éclairé ou qu'on voit le lit pas fait derrière soi, par exemple. Donc, je peux vous inviter à aller voir sur le site 1m.worker.com cette idée-là qui va vraiment dans le sens de comment est-ce qu'on fait pour aussi avoir le temps des horaires de travail, un chez-soi qui soit entre guillemets présentable à l'extérieur. Merci beaucoup. Arnaud, Jean-Louis? Ouais, ce qui est assez drôle, c'est pendant qu'on a une sorte de dictature du cool dans les entreprises, notamment les startups et puis les grandes qui veulent ressembler à des startups en mettant du mobilier un peu vintage, en
en transformant, je pense à l'électricien portugais dont le hall d'entrée est vraiment un salon années 50, magnifique, etc. Dans les appartements et dans les lofts, on achète du vieux mobilier industriel pour avoir un aspect et un environnement de notre maison qui fait un clin d'œil à l'industrie. Donc, on a vraiment un glissement des représentations et des codes. Les maisons se transforment en usines et les usines et les bureaux se transforment en maisons. Je crois qu'il ne faut pas être dupe de ça. D'abord, il ne faut pas être dupe de cette envie de cool et cette envie d'attirer les jeunes qui sont supposés instables dans des environnements plaisants. Tout ça a un but très clair. Et il ne faut pas non plus transformer les maisons en bureaux avec des pièces, prothèses trop adaptées au travail à la maison. Il faut laisser les gens faire et investir leur environnement domestique. Et surtout, il faut toujours, si le design intervient là-dedans, préserver des frontières et des limites pour ne pas sombrer dans… parce qu'il y a eu des modèles, Accenture à un moment sur les Champs-Élysées où le mètre carré est très cher, avec des bureaux pas affectés, très petite surface. Puis on était dans un modèle, débrouillez-vous, trouvez un endroit pour travailler, puis s'il n'y a pas de place là, retournez chez vous. Donc, je ne vois pas le mal partout, mais il faut que les bureaux restent des bureaux et que les maisons restent des maisons. Il ne faut pas, sous prétexte qu'on ne réfléchit pas assez, casser comme ça les représentations des moments de la vie, des temporalités. La famille, c'est important. Le travail à la maison, c'est bien. Le bureau, c'est pas mal aussi. Et il faut essayer d'inventer des représentations et des designs spécifiques à partir de fonctions, d'ambitions et de temporalité extrêmement bien définies, à mon sens. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Arnaud, vous voulez rebondir? Non, non, parce que je pense que je ne vais rien ajouter de plus intéressant, si ce n'est que ça dépend. La question de chacun est différent, chacun ne met pas le travail ou on va dire l'aspect domicile chez soi de la même manière et tout le monde ne quitte pas son bureau à 19h le soir en se disant j'arrête tout. Et puis il y a des gens qui n'ont pas de bureau parce qu'ils sont entre guillemets en usine ou en atelier, peu importe. Et du coup, c'est que c'est aussi des réflexions qui sont complexes parce que chacun ne vit pas les choses de la même manière. Ce qui est sûr, c'est que le bureau chez soi, le travail, le télétravail, il n'y a pas encore, j'ai pas trop d'idées en tête, de solutions qui seraient données pour vraiment réussir à bien séparer ou pas son travail. Et ça, du coup, je pense que c'est une réflexion à mener dans les mois ou les années à venir, ça c'est sûr. Merci beaucoup. J'ai une prochaine question pour vous, Jean-Louis, mais les autres, n'hésitez pas aussi à interagir avec nous, qui est la suivante. Quel rôle, on parle beaucoup du monde d'après, ça a été un grand sujet pendant le confinement. Quel rôle, d'après vous, peut jouer le designer pour repenser ce monde d'après, non seulement le monde d'après la crise, mais d'un point de vue économique ou environnemental, par exemple? Alors, déjà, il faut parler du monde d'après. William Gibson disait le futur est déjà là, il est simplement pas uniformément réparti. Je crois qu'on est vraiment là-dedans. Tout ce que j'ai lu sur le monde d'après, c'est de recyclage de vieilles idées, dont certaines datent d'octobre 2017. Donc, rien de nouveau là-dedans. Le monde d'après, c'est éventuellement ce qu'on trouve chez les doctorants dans les universités qui construisent à partir d'émergence des modélisations de mutations profondes de la société qui, en sociologie, en anthropologie, en philosophie, en économie, pourquoi pas en sciences. Mais j'entends rarement citer ces gens-là quand on parle du monde d'après. On veut nous balancer du néo-communisme, une écologie qui est malade de ses propres croyances alors qu'elle est l'enjeu numéro un. Bon. Les solutions, elles sont là. Ça, j'en suis persuadé. Alors, je suis aussi persuadé, alors bien sûr, je suis designer, je ne vais pas dire l'inverse, que le design a un rôle extrêmement important dans le futur, à condition de savoir gérer une forme de modestie, une forme de complexité, une forme d'interdépendance des phénomènes. Il n'y a pas de solution toute simple. Arnaud vient de le rappeler, les gens sont différents et on ne peut pas dire la maison, le travail et on va régler la solution. Non, c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup d'interdépendance. La question des transports est centrale, la question de la place, donc du mètre carré. Et donc, il n'y a pas de solution toute faite. Je crois qu'un designer d'aujourd'hui
quel que soit son champ d'application, archi-intérieur, produit, numérique, service, collectivité territoriale, c'est surtout quelqu'un qui sait faire des synthèses créatives, gérer la complexité et l'interdépendance. Et on a besoin de ça parce que dans un monde complexe, il n'y a pas de solution toute faite. Dans le monde compliqué qui est le nôtre, qui est dépendant des technologies et qui est régi par des crises assez significatives, dont la crise des crises, celle du climat, il faut vraiment se confronter à cette complexité. Et donc, on a besoin de vues un peu décalées comme celle des designers pour trouver des solutions, parce que si on la prend de front, la complexité, on n'arrive pas à la régler. Et parfois, les petites solutions du quotidien, comme on en a vu dans ce projet, des choses toutes modestes peuvent permettre soit de survivre, soit des nouveaux usages, soit de vivre pleinement. Mais pour cela, il faut considérer que le design, ce n'est pas la cosmétique des problèmes, mais c'est un élément de la solution. Et je crois qu'on est tous convaincus de ça autour de cette table. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir à cette question? Ouais, je peux juste rajouter un petit truc. Je pense que c'est des réflexions collectives qu'on doit avoir, que les designers, notre métier, oui, c'est de trouver des solutions, mais c'est vrai qu'il faut il faut des réflexions d'équipe pour faire avancer les choses en grand, enfin, à notre échelle tout seul. On peut y réfléchir, mais c'est vrai qu'on a besoin de support d'entreprise, de politique. Enfin, c'est un sujet qui est très important et c'est vraiment des réflexions collectives à différentes échelles qu'il faut avoir. Merci beaucoup, Pauline. Mathilde? Ouais, je rejoins Pauline sur cette notion de collectif et c'est ce qui était intéressant dans cette initiative Un mètre de distance. C'était les discussions qu'on a pu avoir avec chacun de vous, designers, même des fois en croisant les regards. Je me souviens d'un Zoom avec Pauline et Guillaume Delvin pour croiser les points de vue, pour faire émerger des idées. On était tous face à nos questionnements et on vivait tous différemment cette période et du coup c'était assez riche et il y avait ce besoin d'échanger et qui est pas propre non plus à cette période, c'est un peu la base de notre travail de designer, de confronter nos idées, de faire émerger des solutions pas dans notre coin en artiste maudit qui d'un seul coup aurait l'idée fabuleuse, mais c'est en échangeant ensemble et ça l'a peut-être révélé, remis devant de la scène, mais à conserver. Merci beaucoup, Mathilde. J'ai une dernière question pour vous avant de conclure cet échange d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une habitude que vous avez prise qui a impacté votre travail et celui de votre agence ou studio pendant cette période de confinement? Moi, je vais commencer. Nous, on a vécu ça plutôt bien, vraiment. Enfin, on va dire, là, je parle vraiment en termes de travail, de manière de vivre le travail, parce qu'on avait déjà cette réflexion au studio de vouloir, d'avoir l'opportunité de travailler ailleurs, ce que j'évoquais là, le nomade working. Et c'est vrai qu'on a on vient d'ouvrir une autre agence en Bretagne, un autre espace dans lequel on peut travailler. Et en fait, ça a été un peu le chantier venait de se finir là au moment du début du coronavirus, et ça a été un peu comment on pourrait dire le galop d'essai. Et du coup, Joran, lui, est en Bretagne depuis le début du coronavirus, et c'était une question genre comment on travaille. À distance, voilà, ça s'est fait et ça va se faire. Et du coup, c'est extrêmement positif de se dire que ce qu'évoquait aussi Pauline à un moment, que quand on se retrouvera, ce sera pour échanger, pour voir des matériaux, pour d'autres types potentiellement pour d'autres types de réunions ou d'autres types de conversations. Moi, je ne crois pas que le travail au bureau soit mort, évidemment pas. Mais en tout cas, il y a vraiment
faut prendre ça comme une opportunité. Et nous, ça a été une opportunité pour ça, pour se rendre compte que on allait pouvoir mettre des choses en place, que là, en fait, on a proposé, par exemple, à nos collaborateurs d'aller travailler en Bretagne une semaine pour chacun là pendant l'été pour qu'ils puissent bouger, se rendre compte de ce que ça faisait d'avoir une autre agence. Et on croit vachement à ça, au fait de se dire, on prend 3-4 jours, on va bosser là-bas. Est-ce que c'est tous ensemble? Est-ce que c'est qu'une seule personne? Et voilà. Enfin, donc, nous, ça plutôt positivement sur ce point-là. C'est ce que j'ai envie de dire. D'accord. Merci Arnaud. Mathilde? Ouais, je rejoins la réflexion d'Arnaud. Alors, moi, j'avais pas un atelier bien pensé. J'étais dans une petite maison en Bretagne. On n'avait pas de bon Wi-Fi. C'était un peu plus compliqué, mais c'est vrai que… Il n'y a pas de bon Wi-Fi en Bretagne. Non. Moi, le confinement m'a démontré que travailler autrement, de différentes manières, ça marchait complètement. Il suffit vraiment il suffit, à condition d'avoir les bons outils, de réfléchir quand même aux bons outils. Mais je suis, idem comme Arnaud, convaincue que le travail au bureau a quand même beaucoup d'avantages parce que à la fin du confinement, j'avais vraiment pu faire la liste des limites du télétravail pour un métier comme le mien, voilà, comme le nôtre. Je pense que le télétravail doit aussi s'adapter à chaque métier et à chaque personne et que j'étais vraiment à la fin en manque d'échanges. Je trouvais que le télétravail avait son lot d'inefficacité, que des fois un simple dessin suffit et on n'a pas besoin de discuter un quart d'heure et que échanger des dessins à distance sur Zoom, Google Meet ou autre, ça complexifie le travail. Donc, moi, ça m'a convaincu que le travail est possible par moment et que le travail du bureau de qualité est aussi primordial. Les échanges et travailler en groupe, pour moi, c'est vraiment… pour moi, un source de plaisir et j'adore ça. Donc voilà, un mix des deux et trouver la bonne balance, le juste milieu entre les deux, c'est l'idéal. Merci beaucoup, Pauline. Mathilde, tu voulais réagir aussi? Non, j'aurais une phrase de conclusion, mais si Jean-Louis, tu as un mot à ajouter. Oui, la question du télétravail, c'est la question du travail. Et souvent, le travail, c'est considéré comme une somme de tâches à exécuter. Donc, on peut la déporter, on peut la téléporter. Et quand on a des choses qui relèvent de l'organisation scientifique du travail, c'est faisable. Dans le travail de plein de professions, il y a les temps qu'on pourrait appeler inutiles. Il y a les temps qui servent à rien. Il y a la fameuse machine à café, il y a la cantine. Il y a les discussions entre collègues, il y a les blagues. Et dans le travail organisé à distance, nous, on a utilisé tout un tas de moyens, même à dessiner ensemble à distance. Enfin, voilà, les outils, on les a tous. Mais le temps perdu ensemble, on ne l'avait plus. Or, dans 90% des quelques projets intéressants qu'on a pu faire ici, si on en a fait, c'est toujours des projets de coins de porte, de coins de feuilles de dessin, d'accidents créatifs. Et ça, c'est être ensemble physiquement. D'ailleurs, IBM, qui est un pionnier du télétravail, a arrêté parce que pour le business as usual, ça marche très bien, mais pour l'innovation, qui est un des fonds de commerce d'IBM aujourd'hui, ça ne marche pas du tout parce que ces accidents créatifs n'existent pas. Et en cela, on a appris beaucoup, on va certainement travailler autrement, mais on est convaincu qu'il faut se voir par moment et perdre du temps ensemble. Et c'est du temps qui est très précieux. Très précieux. Merci beaucoup, Jean-Louis. Il ne reste plus trop de temps. Il y a encore beaucoup de questions. Donc, merci d'ailleurs pour vos questions. Et si vous voulez en savoir plus sur l'initiative 1 mètre, sur Worker, sur Faber Novel, sur chaque designer présent avec nous aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je passe la parole à toi, Mathilde, pour un dernier mot.
Oui, on voulait aussi vous dire qu'il y a encore plein de questions qui cherchent des réponses, des idées, etc. On les a posées sur notre site met.worker.com. N'hésitez pas à à aller jeter un œil. On a ouvert un appel à idées auquel vous pouvez répondre designer ou non designer d'ailleurs. Voilà, n'hésitez pas à nous partager votre idée. On sera ravis de découvrir ça et d'échanger avec vous. Voilà. Et merci à tous pour vos réponses et participations actives. Merci Mathilde. Donc en effet, le site s'affiche là sur le chat. N'hésitez pas à y faire un tour. Et encore une fois, merci à tous, à Mathilde, à Thomas, Pauline, Arnaud et Jean-Louis d'être avec nous aujourd'hui. Et merci encore une fois pour cet échange très riche et intéressant. Merci à tous. Merci, au revoir. Nous allons clôturer le multiplex d'aujourd'hui et je vous donne un nouveau rendez-vous mardi prochain, le 9 juin à midi, pour un dernier multiplex dans le format que vous connaissez maintenant sur Zoom. J'accueillerai Stéphane Distinguin, fondateur et CEO de Faber Novel, et Cyril Delay, expert en art oratoire, pour échanger sur ce sujet passionnant. Donc, une dernière sur Zoom la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à vous et à la semaine prochaine. Merci.